Bonjour et bienvenue sur Luma du Savoir. Nous sommes toujours sur le module gestion des dettes. Présentement, nous allons aborder la séance 5 intitulée La défaillance, qu'est-ce que c'est et comment arrive-t-elle? À la fin de cette séance, vous pourrez définir le mot défaillance, discuter des raisons pour lesquelles la défaillance peut être un problème sérieux, identifier les causes de la défaillance et savoir comment éviter la défaillance. Nous allons explorer ce territoire dangereux qu'on appelle la défaillance. C'est un mot étrange. Il peut signifier plusieurs choses différentes selon différentes situations. Dans certaines situations, il se réfère au comportement déviant ou enfreignant la loi. Dans notre contexte, le contexte de cette séance, il est important de clarifier ce que signifie la défaillance. Et pour cela, je vais poser la question suivante. Que veut dire un emprunteur défaillant? Que veut dire être un emprunteur défaillant? C'est une question que je vous pose. Que veut dire être un emprunteur défaillant? Un emprunteur défaillant est quelqu'un qui est en retard dans ses remboursements de prêts. Et cela se justifie, la défaillance se justifie à partir de votre contrat de prêt. À partir de la date d'échéance indiquée dans ce contrat, si vous n'êtes pas au rendez-vous pour payer votre prêt, vous êtes défaillant. Vous êtes en retard sur votre remboursement. Donc vous êtes défaillant par rapport au contrat de prêt qui devait être respecté et qui n'a pas été respecté. Mais pourquoi la défaillance est-elle un problème? Pourquoi est-ce un problème si je suis en retard de quelques jours dans mon paiement? Parce que quelques jours de retard peuvent ne pas sembler être un problème. Mais quand ces quelques jours se transforment en quelques semaines ou en quelques mois, cela devient de plus en plus dur de payer. Plus vous attendez, plus vous devez de l'argent. Et plus il devient difficile d'obtenir l'argent que vous devez. Mais alors, qu'est-ce qui est plus grave? 2 jours ou 2 mois? L'emprunteur qui a 2 mois de retard fait face à un problème sérieux. Il a évidemment eu des soucis pour rembourser et la somme qu'il doit continuer simplement à augmenter. La somme qu'il doit continue à augmenter. De plus, il devra payer des pénalités. Autrement dit, 2 jours c'est grave, mais 2 mois c'est encore plus grave. Ça veut dire que plus la durée du retard est grande, plus est difficile ou est plus grave votre situation. Parce que les pénalités vont augmenter, mais également les sommes ou la somme que vous devez payer, forcément, va augmenter. Alors, on sait ce que c'est l'impayé, la défaillance, on sait ce que c'est que la défaillance. On sait que plus la durée de votre retard est grande, plus difficile va être le remboursement de votre prêt. Parce que ça va devenir encore plus lourd à payer. Mais alors, si on connaît tout cela, il y a lieu de se poser la question, quelles peuvent être les causes de la défaillance? Autrement dit, qu'est-ce qui peut amener un emprunteur à être défaillant? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un emprunteur pourrait ne pas être en mesure de payer à temps, y compris les raisons suivantes.
il dépense le prêt prévu comme fonds de roulement sur des achats personnels. Autrement dit, vous empruntez pour votre activité, mais vous détournez l'argent et vous en faites un usage personnel. Ça, c'est une cause de défaillance. Une cause de défaillance, c'est que vous empruntez pour faire une activité, mais vous détournez l'argent pour une autre urgence du ménage. Donc, le détournement de l'objet de votre prêt peut vous amener à être défaillant et va vous amener même à être défaillant. Si vous empruntez pour mener une activité, pour investir ou pour gagner de l'argent, si vous mettez l'argent, si vous dépensez l'argent pour de la consommation ou pour une urgence, forcément vous risquez d'avoir des problèmes. Une des raisons également qui peut faire que vous soyez défaillant, c'est quand vous faites voler votre argent. Imaginez, vous empruntez de l'argent, avant d'arriver à la maison, vous perdez cet argent. Ou vous amenez l'argent chez vous, avant d'investir ou d'utiliser l'argent comme prévu, vous faites voler l'argent. Ça peut être une cause. La maladie également peut être cause de défaillance. Soit votre propre maladie ou la maladie d'un membre de la famille. Le temps que ça vous prend peut affecter votre activité et donc votre remboursement ou vos remboursements. L'argent également que vous utilisez pour vous soigner ou soigner le malade, votre parent malade, ou un membre de la famille malade, va également affecter et votre activité, mais également peut affecter aussi la qualité des remboursements. Surtout si vous n'avez pas une assurance maladie ou vous n'êtes pas adhérent à une mutuelle de santé. Le manque d'expérience ou manque de maîtrise de l'activité également peut être cause de défaillance. De mauvaises ventes peuvent être également cause de défaillance. De mauvaises récoltes peuvent être cause de défaillance. Une catastrophe naturelle, telle que les inondations, telle que la sécheresse, telle que dans certaines zones les tremblements de terre, tout ce qui est catastrophe naturelle ou les invasions acriennes, tout cela peut être cause de défaillance. Des pratiques risquées dans les affaires comme la vente à crédit peut également être cause de défaillance. Ne pas faire le suivi des remboursements de prêts peut être également cause de défaillance. Ne pas mettre régulièrement de l'argent de côté pour le remboursement du prêt également peut être cause de défaillance. Donc voici une liste de causes qui peuvent être à l'origine de la défaillance. Même si la liste n'est pas exhaustive, c'est des causes sur lesquelles nous sommes d'accord pour dire que c'est des causes qui peuvent être causes de défaillance. Alors, comment éviter la défaillance? Nous venons de voir ce qu'est la défaillance, quelles sont les causes de la défaillance. Maintenant, comment éviter la défaillance? Pour répondre à cette question, nous allons décrire des manières d'éviter la défaillance en écoutant des problèmes qu'on va vous lire. Le problème numéro 1. Fatou emprunte 500 000 francs pour acheter pour sa maison un petit réfrigérateur, un réfrigérateur d'occasion qui coûte 300 000. Son plan d'origine était d'utiliser les 200 000 supplémentaires pour acheter du maïs en gros, pour l'échanger et gagner suffisamment pour rembourser les 3 premières mensualités de son prêt. Mais sa sœur Mariam l'a convaincu de lui donner à la place les 200 000 et lui a promis de lui rembourser la somme entière avant que la première mensualité du prêt de Fatou ne soit due. Mariam a disparu avec l'argent.
Qu'est-ce que Fatou aurait pu faire différemment? Donc, en écoutant le problème, Fatou a emprunté 500 000 avec un plan bien précis qui était d'acheter un réfrigérateur à 300 000 et les 200 000 de faire du commerce, d'acheter du maïs et de le revendre, ce qui lui aurait permis de rembourser les 3 premières échéances sans difficulté. Mais quand elle a pris le prêt, sa sœur Mariam lui a emprunté les 200 000 et a disparu. Comment Fatou aurait pu éviter cette défaillance? Option 1, vous allez me dire quelle est la meilleure option que Fatou devait adopter. La première option, donner l'argent à sa sœur en échange d'une garantie d'une valeur plus importante. Est-ce une bonne option? C'est une question que je vous pose. La deuxième option, refuser la demande de sa sœur et subir sa colère. Est-ce une bonne option? Troisième option, donner à sa sœur la moitié des 200 000 et investir le reste des 100 000 pour gagner l'argent nécessaire pour rembourser le prêt. Entre ces 3 options, quelle est la meilleure que Fatou devait adopter? La meilleure option et la seule valable, c'était de refuser la demande de sa sœur et subir sa colère. Puisque donner l'argent à sa sœur en échange d'une garantie, ce n'est pas pour cela qu'il avait emprunté l'argent. Donner à sa sœur la moitié, ce n'est pas également dans le plan d'utilisation du prêt qu'il avait négocié ou qu'il avait présenté à son prêteur, que ce soit la banque ou la mutuelle. Donc la seule option, c'est refuser la demande de sa sœur et subir sa colère. Deuxième problème, Alimatou emprunte 100 000 francs pour son commerce de légumes. Les ventes se passent très bien et elle est contente de gagner de l'argent. Elle fait cela en achetant une nouvelle robe pour elle-même et un nouveau ballon de football pour son fils. Mais à la fin du mois, lorsqu'elle doit faire un paiement pour son prêt, elle a seulement la moitié de la somme nécessaire. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire différemment? Option numéro 1. Option numéro 1. Mettre d'abord de côté le montant du paiement pour le prêt avant d'acheter des cadeaux. Option numéro 2. Faire des achats et planifier pour emprunter à sa sœur l'autre moitié qui est due. Troisième option. Prendre un prêt plus élevé au début afin de pouvoir démarrer son entreprise et acheter des cadeaux. Non. La seule option valable, la bonne option, c'était d'abord, avant d'acheter les cadeaux, de mettre d'abord de côté le montant du paiement pour le prêt. Mais on ne peut pas acheter des cadeaux, une robe, avant d'avoir mis de côté l'argent nécessaire au remboursement. Le troisième problème, Léna a un prêt pour faire marcher un petit magasin. Son entreprise est petite, mais stable. Et il a toujours fait ses paiements de prêt à l'heure. Mais quand son fils s'est blessé dans un accident, elle a demandé un prêt d'urgence auprès de sa banque villageoise, sa mutuelle, pour payer ses frais médicaux. Ensuite, elle a fermé le magasin pour rester à la maison avec lui et a réalisé qu'elle ne pouvait pas rembourser les 2 prêts qu'elle avait. Option 1. Trouver quelqu'un pour rester avec son fils afin de pouvoir garder son magasin ouvert. Est-ce une bonne option? C'est une question que je vous pose. Vendre quelque chose de valeur. Exemple, bijoux, animal, pour payer les frais médicaux au lieu de prendre un autre prêt. Est-ce une bonne option? Est-ce la meilleure? Troisième option, doubler les prix dans son magasin pour obtenir l'argent nécessaire pour payer les frais. La seule option valable, c'est l'option numéro 2.
vendre quelque chose de valeur, exemple, un bijou, un animal ou un autre bien qu'il avait acquis, pour payer les frais médicaux au lieu de prendre un autre prêt. Alors, le problème suivant, c'est Anna. Anna est tombée malade et doit rester alitée à la maison pendant plusieurs semaines. Parce qu'elle ne peut pas travailler pendant ce temps, elle gagne moins et ne peut pas faire son paiement de prêt. Une fois qu'elle est capable de travailler à nouveau, elle doit plus d'argent à cause des frais de retard. Avec moins de fonds de roulement, elle gagne moins. Elle est aspirée comme dans une spirale et craint de devoir fermer son affaire. Quelle est l'option la meilleure pour Anna? Écoutons d'abord les trois options. Et c'est à vous de choisir. Et vous allez me dire la meilleure et la bonne et l'option la plus valable. Ou la seule valable. Option numéro 1. Parler aux membres de sa famille pour voir quelle somme d'argent ils peuvent mettre dans le remboursement du prêt afin qu'elle puisse éviter les pénalités de retard lorsqu'elle est malade. Option numéro 2. Épargner chaque semaine ou chaque jour un petit peu plus que ce dont elle a besoin pour le paiement de son prêt afin de se protéger dans de telles situations. Et dernière option, l'option 3, demander à certains de ses clients de rembourser son prêt pour elle. Non, ici, l'option la seule valable pour éviter la défaillance, c'est d'épargner chaque semaine ou chaque jour un petit peu plus que ce dont elle a besoin pour le paiement de son prêt, afin de se protéger dans de telles situations. Nous venons de voir la défaillance, ce que c'est et comment ça arrive. Nous avons vu également les causes de la défaillance. Nous venons de voir comment on peut éviter la défaillance en écoutant différents problèmes qui vous ont été lus. Ce qu'on peut retenir, c'est que quand vous empruntez de l'argent, pour éviter la défaillance, mettez toujours de côté de l'argent, même si c'est une petite somme, pour arriver à disposer du montant nécessaire pour le paiement. Quand vous avez un prêt, la priorité numéro 1 dans votre budget ou dans vos dépenses, ça doit être le remboursement des dettes. Pour éviter maintenant la défaillance, il faudrait éviter de détourner l'objet du prêt. Ne détournez jamais l'objet du prêt. Préparez les remboursements à temps. Et restez fidèle à votre engagement vis-à-vis de votre prêteur. Les sommes d'argent que vous empruntez également, assurez-vous de les utiliser de la façon la meilleure possible. N'empruntez pas pour une activité que vous ne maîtrisez pas. N'empruntez pas pour une activité sur laquelle vous avez peu d'expérience ou pas d'expérience. Autrement dit, avant d'emprunter de l'argent pour l'investir dans une activité, assurez-vous que vous maîtrisez cette activité-là. Assurez-vous les risques qui sont liés à cette activité-là et assurez-vous que vous avez les moyens pour gérer ces risques. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette séance intitulée « La défaillance, qu'est-ce que c'est et comment arrive-t-elle » Dans la prochaine séance, nous allons aborder les dangers du surendettement et du défaut de paiement. Merci beaucoup et à cette prochaine séance.